Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview, que vous l'écoutiez en audio ou en vidéo. Je suis aujourd'hui avec François Denis de Riche à 30 ans. François, tu es Salut Jérémy. investisseur, tu es entrepreneur, tu es en immobilier, dans les cryptos, tu fais encore plein d'autres choses. Comment on te définit? Oui, je fais pas mal de choses parce que de base, je suis assez curieux comme garçon et j'aime pas m'enfermer dans quelque chose de précis, malheureusement. Bah, après, j'en ai fait ma force aussi. Donc, on va dire que je suis investisseur, entrepreneur, chef d'entreprise. Après, pour aller un peu plus loin, oui, investisseur beaucoup dans l'immobilier et dans les marchés financiers. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent en ligne sur les crypto-monnaies. Et effectivement, plusieurs entreprises à mon actif. J'ai lancé 2 startups quand j'étais étudiant et par la suite. Donc, en gros, voilà, j'ai plusieurs entreprises. Et depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans, donc mon entreprise de conseil financier, investissement, business, qui est voilà, plus connue sous le nom d'infopreneur ou de coach et d'accompagnement. Voilà, je suis aussi auteur et conférencier. Ça devrait être assez, je pense, pour introduire. C'est déjà pas mal pour commencer. Déjà là, il y a 90% des gens qui se disent comment il a fait tout ça en aussi peu de temps. Et du coup, c'est une très bonne question parce que moi aussi, du coup, je suis curieux et je veux savoir. Est-ce que tu peux un peu nous raconter quels ont été tes débuts, Ouais, à quelle vitesse tu as créé tout ça, dans quel ordre, qu'est-ce qui a été important pour toi? Attends, il y a un avion qui passe au-dessus de ma tête, on va l'entendre, je pense. Parce que alors, ouais, donc ouais, c'est quand tu es à important. Chiang Mai, c'est qu'il y a des avions qui passent au-dessus de ta maison toutes les heures et que peu Bon, moi, importe je suis à où tu es dans Montpellier, la ça doit ville, être ça un fait peu du plus bruit. calme. Je comprends, j'y suis jamais venu, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Donc, et effectivement, c'est important de voir un peu le parcours. Aujourd'hui, j'ai Ouais. 28 ans, c'est important de le préciser. J'avais lancé Riche à 30 ans à peu près quand j'en avais 24. Et D'accord. j'ai commencé, on va dire, mon parcours à 18 ans. Donc, en gros, ça fait à peu près 10 ans d'investissement et d'entrepreneuriat. Et comme je dis souvent, il faut faire attention parce que j'appelle ça la théorie de l'iceberg du mentor. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a réussi dans plein de trucs différents. Alors qu'en fait, quand tu regardes, et le mec a fait un truc, il a fait bien, il est passé à autre chose. Et quand on regarde des personnes un peu successful, tu veux un peu tout faire et tu le fais mal ou alors tu n'es pas focus. En gros, j'ai commencé par, j'ai plus un profil investisseur de base. Donc de 18 jusqu'à 22 ans, j'étais investisseur. Donc j'ai commencé à 18 ans et un jour. Ok, majorité, j'ai ouvert mon PEA, j'ai investi dans la bourse, donc d'abord dans les marchés financiers et dans l'immobilier. Sauf bon, à 18 piges, tu as un peu peur quand même d'investir dans l'immobilier au début. Donc, je n'ai pas investi de suite à 18 ans et un jour, mais j'ai commencé aussi par l'immobilier. Donc, au fur et à mesure, ma stratégie, c'était tout simplement d'utiliser le prétexte de mes études. Donc, 5 ans d'études, j'ai fait bac plus 5. J'ai un profil, je suis ingénieur de base, donc j'ai fait un bac Ok. plus 5 ingénieur. Et donc, ma stratégie, c'était de jamais tomber dans le salariat une fois que j'avais fini mes études. Donc, ce qui est bien, c'est que 5 ans, tu as le temps de faire pas mal de choses et c'est un peu la sécurité des études. Les parents qui suivent derrière s'il y a un problème et puis ça les rassure. Donc, en gros, j'ai lancé ma première entreprise, ma première startup. J'étais encore à l'école en fait. J'ai pris Ouais. l'incubateur de l'école qui était juste à côté et à 22 ans, on a pu lancer ce premier projet. Donc, à 23 ans, une deuxième et après, comme je te l'ai dit, à 24 ans, je me lançais sur le web. On a fait pas mal de e-commerce, prestations de services et surtout voilà, infoprenariat. Donc, chaque chose dans son temps. Et au niveau des crypto-monnaies, pour ceux que ça intéresse, je suis tombé dedans à peu près en 2014-2015, parce que j'ai habité à l'époque à New York, j'ai habité 2 ans là-bas. Et les mecs sont un peu chauds, sont un peu en avance. Donc, c'était en mode startup et il y avait des startups sur la blockchain, je ne connaissais pas le terme. Et donc, je me suis renseigné là-dessus. Et à ce moment-là, bah forcément, au bout de quelques semaines, tu as envie d'investir. Tu tombes un peu là-dedans par hasard. Et comme beaucoup de personnes à l'époque, bon, j'ai fait des gros gains. Et surtout, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière de créer ma propre stratégie pour investir là-dessus. Voilà. En gros, c'était mon parcours en 3 minutes. C'est hyper intéressant. C'est rigolo. Il y a deux trucs là sur lesquels je veux rebondir. Déjà, Ouais, sur les cryptos, effectivement, on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent faire du business avec et qui regardent ceux qui ont des petites fortunes ou des grosses fortunes, peu importe comment on définit fortune, mais qui ont fait pas mal d'argent avec les cryptos. Et on oublie souvent quelque chose, c'est des personnes qui sont arrivées effectivement entre 2014 et 2016. J'en parlais avec Gwendoline Meyer justement il n'y a pas longtemps. Et moi, j'ai acheté mes premiers bitcoins, ils étaient à 600 euros. Je ouais, les ai bah pareil. gardés un peu. Et Euh, l'Ethereum, il était à 2 $. Enfin, pour moi. Ah ouais, moi, je suis arrivé un peu après, il était à 55. Mais Ok, bon, effectivement, bah, tu c'est vois, déjà très, très bien. quand ça a explosé en 2017, c'était, je crois, il me semble que c'était l'hiver 2017, bah, Ouais, effectivement, à ce moment-là, il y a plein de gens qui ont fait des gros gains. Et selon moi, et là, je vais vraiment en mode Nostradamus, c'est toujours possible, il va encore se passer des choses, il y a encore de l'argent à faire, bien sûr. mais c'est juste que il faut pas s'imaginer que
Là, comme ça, de la même façon, si tu veux, vu que c'est déjà un certain cap, il ne faut pas s'imaginer que tu vas faire x100 en 6 mois. C'est des gens qui sont arrivés au début. Voilà, Et encore que, ça ça peut dépend être des cryptos. possible, mais ça sera pas simplement en investissant sur le Bitcoin. On peut aller Ouais, c'est taper ça, à voilà. x10, je pense, sur le Bitcoin d'ici 2-3 ans. Ça, même persuadé, je pourrais même le démontrer mathématiquement. Après, le x100, ça serait plus sur des petits projets très Sur des jeunes, des altes, ouais. levées, ce qu'on appelle des small caps, donc des toutes petites Mhm. capitalisations sur lesquelles il y a un peu d'argent, mais voilà, c'est des projets qui sont sortis cette année ou l'année dernière, par exemple. Intéressant. Donc, ceux qui nous écoutent, il faut concentrez-vous sur des petits projets et aller vraiment fouiller dans ce que c'est, dans quel est le projet derrière, quelle est la techno exacte, etc. Ça, on l'oublie trop souvent. Des gens qui se disent, ouais, ça, c'est trendy, je vais dessus. En fait, à partir du moment où c'est trendy, déjà, c'est peut-être moins le moment d'y aller. Maintenant, Après, une expérience. globalement, c'est vrai pour tout. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire je gagne pas d'argent avec l'immobilier, c'est pas vrai, c'est de l'arnaque, ou c'est pas vrai, je peux pas faire de business, je peux pas être rentable, machin chose. Tu as 95% des gens qui sont pessimistes ou perdants dans n'importe quel domaine ou thématique, que ce soit l'investissement ou l'entrepreneuriat. Donc, c'est la même chose. Il y en a plein qui vont perdre de l'argent encore dans la prochaine bulle des cryptos, et pourtant, il y en a qui vont se gaver. C'est le même principe. Comme toujours. Comme toujours, c'est comme une crise financière. Il y en a, Ouais. pour certains, c'est un drame, et pour d'autres, c'est une opportunité de fou. Mais ça, de toute façon, en fait, si tu veux, j'en parlais hier, hier, avec Pierre Bedard, avec qui je suis à Chiang Ouais, Mai, et je lui disais très simplement, parce qu'on parlait du marché du coaching, des gens qui réussissent très bien, des gens qui ne réussissent pas du tout, de pourquoi, etc. Et après, il y a une mentalité, une façon de penser, une façon de se comporter, une façon de travailler. Et oui, aujourd'hui, à l'échelle de la planète, en fait, si on remet tout le monde à zéro, dans la même échelle de temps, ceux qui étaient pauvres vont redevenir pauvres, ceux qui étaient très riches vont redevenir riches. En reprenant c'est la ça. même échelle de temps, j'entends. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il faut se dire, alors, il y a quelque chose que je dis assez souvent. Bon, après, ça, c'est mon côté scientifique et ingénieur. Je fais toujours des parallèles, mais c'est de la physique pure. C'est-à-dire qu'un système qui a 50-50 en physique s'appelle un système instable, complètement instable. En fait, ça peut pas durer. Et n'importe quel système va dans les deux extrêmes. Donc, ça tend vers le 1, 99%, voire bien pire, genre 0,01% pour 99,99%, pour tous les systèmes. Donc, financier, argent, économie, c'est pareil. Donc, l'égalité pure et dure, ça n'existe pas. Ce serait contre nature, en fait. Et c'est valable, c'est-à-dire que ça va tout le temps dans les extrêmes. Et c'est pour le coup, la richesse, c'est pareil. Je suis assez d'accord avec ça, mais c'est assez intéressant d'avoir un point de vue scientifique là-dessus. Il y a autre chose sur lequel je voulais rebondir que tu disais au début, et c'est à mon avis un très bon conseil pour tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'en général, on voit des personnes qui ont déjà atteint un certain niveau, un certain succès, et qui ont fait pas Ouais, mal de choses. Comme toi, qui a donc plusieurs entreprises, qui fait de l'investissement dans le marché financier, en crypto, qui fait de l'IMO, qui fait de l'entrepreneuriat, de l'infoprenariat, etc. Et on ouais, oublie quelque chose à vouloir reproduire ces modèles-là, c'est que les personnes se ouais, sont concentrées sur une chose à la fois. Ils avaient un focus, ils mettaient toute leur énergie exactement. dedans, et une fois que c'est arrivé haut et que le système il était assez stable pour être maintenu, ils sont allés jouer à autre chose C'est parallèlement. ça. Et tu délègues, même quelque chose que tu es En très plus, beau, ouais. même tu es excellent. De toute façon, en général, tu délègues sur quelque chose que tu sais faire. Sinon, tu ne Ouais. maîtrises pas, mais ça, c'est un autre problème. Et même par l'immobilier, forcément, au début, je me suis énormément formé. Enfin, j'ai fait mes démarches moi-même. Mais au bout d'un moment donné, j'ai préféré focus sur mes business et j'ai parti quasiment tout, j'ai tout délégué. Donc, que ce soit la chasse, que ce soit les travaux, que ce soit même la fiscalité, j'ai quasiment tout délégué. Donc, les biens, je les vois peut-être une, deux fois et ils tournent et ils sont refaits à neuf et tout va bien. Donc, c'est sûr qu'après, on ne peut pas tout faire. Même si on maîtrise tout, au bout d'un moment, on a les mêmes heures dans la journée que n'importe qui. Ouais, Et si on veut faire de l'IMO, du marché financier, créer plusieurs business, et voilà, si on a une famille, si on a un enfant, ça va être un peu compliqué. exactement. Aujourd'hui, quelle est l'importance du marketing dans tes différentes activités? Je suis assez curieux parce qu'effectivement, dans le coaching, dans le business en ligne pur, celui qu'on connaît, tu sais, perte de poids, séduction, make money, vraiment coaching et tout, Ouais. les free, quoi. On sait qu'il y a énormément de marketing, etc. Mais sur la partie investissement financier, etc., je pense qu'il y en a, mais on en parle moins. Et je serais intéressant d'avoir un peu ton regard là-dessus, l'importance que ça a pour toi, le regard que tu as sur le marketing au niveau de ton marché et Ouais. globalement ce que tu en penses. Quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais je pense que ça vient aussi du fait que de base, c'est un marché qui bon, déjà très corporate, mais aussi très contrôlé. C'est-à-dire, techniquement, mais on n'a pas le droit de faire Ouais. de pub sur des fonds d'investissement, des machins de choses. Donc, Mmh. clairement,
marketing est déjà limité de base. Ouais. Après, en tant que tel, n'importe qui, n'importe quelle entreprise a besoin de marketing et de branding. Faut pas l'oublier. Pour moi, une entreprise qui fait pas de pub, normalement, au bout d'un moment, ça va être bloqué. N'importe quelle entreprise doit faire de la pub et avoir un marketing qui tourne. Après, pour l'aspect purement finance, et il y a aussi l'éthique qu'il y a derrière, ça va dépendre du positionnement, de l'image de la personne et de ce qu'elle veut donner. Pendant longtemps, j'ai fait très, très peu de pub, par exemple, parce que je voulais d'abord baser sur quelque chose de très solide, d'avoir déjà des offres très solides, de l'écrit très solide, voilà, du mailing, du copywriting, quelque chose de très solide. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire du marketing ou faire des tunnels de vente ou faire de la pub si quelque chose n'est pas solide ou n'a pas été testé. C'est exactement dans la mentalité Lean Startup, c'est que tu testes le produit pour avoir des feedbacks et pour faire du cash. Une fois que tu fais du cash, tu peux déléguer le marketing. C'est-à-dire que la plupart des gens font l'inverse. Ils veulent faire le marketing eux-mêmes. Ils font pas beaucoup d'euros. Ils font pas beaucoup de ventes parce qu'ils sont pas focus sur la vente mais le marketing. Mais derrière, ils peuvent pas le déléguer parce qu'ils font pas d'argent. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors que dans ce domaine de make money ou n'importe quelle finance, d'économie, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui tourne pas ou s'il y a rien qui est solide ou il n'y a pas quelque chose de fort, le marketing, ça sert à rien. Mais dans tous les cas, ça reste indispensable quand même. Je suis d'accord. C'est exactement la stratégie qu'on a appliquée avec mon associé pour arriver là où on en est aujourd'hui, en fait. C'est que quand moi, j'ai commencé à me lancer dans le milieu du business coaching, mais bon, avec une approche très, très marketing, très, très contenu, très, très vente. En gros, moi, c'est vraiment contenu et vente, mes deux focus. J'ai fait du coaching one-to-one pour vraiment comprendre les problématiques du client. Ensuite, j'ai fait un petit groupe pour voir s'il y avait effectivement ces problématiques à toutes les échelles. Et au fur et à mesure, on a itéré comme ça pour arriver à un produit. Alors, il y a toujours du coaching, de l'accompagnement, mais qui est derrière, qui est backé par une grosse formation, mais où on est sûr que ça répond spécifiquement aux besoins du client, du marché, etc. Et là, une fois que tu as ça, tu peux aller faire du marketing beaucoup plus solide puisque derrière, tu as un produit qui est solide. Et comme tu l'as dit, c'est très important et on l'oublie ça bien trop souvent et c'est dommage. Et puis même toi, tu es confiant parce qu'en général, il y a aussi pour ceux qui se lancent, c'est des problèmes psychologiques, même on n'est pas serein. Mais quand on a des retours et qu'on a testé notre truc, une fois qu'on pousse à fond, qu'on tartine à fond sur le marketing, on ne se dit pas que voilà, on est un imposteur ou que ça ne va pas marcher. Mais clairement, je vois ça encore une fois comme n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire que Apple, ils ont lancé l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3 et ainsi de suite, alors que le premier était pourri. C'est-à-dire que là, ça fait plusieurs années que, par exemple, j'ai un mastermind. Au fil des années, on l'a optimisé par rapport au retour, par rapport à ce que les gens voulaient, par rapport à mon positionnement. C'est-à-dire que chaque année, c'est un peu comme le nouvel modèle de l'iPhone. C'est-à-dire qu'il est techniquement meilleur, mais tu peux aussi augmenter le prix derrière. Tu vois, complètement. Ça peut être une stratégie. C'est exactement ce que je fais également pour nos produits, nos offres, nos coachings, etc. Et je vois au final, je ne sais pas tant d'entrepreneurs que ça qui gardent les mêmes offres sur 3, 5, 6, 8 ans, 10 ans et qui les améliorent d'année en année. Je vois beaucoup de nouvelles offres, de nouvelles choses, etc. Est-ce que tu vois la même chose, toi, sur les marchés du make money, de la finance, de l'investissement? Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai pas regardé vraiment en profondeur. J'ai pas essayé de traquer ou de chiffrer ça. Mais moi, ma vision, c'était de garder ce que j'avais, mais de rajouter. C'est-à-dire que même mon tout premier produit que j'avais lancé, qui est un magazine papier d'ailleurs, qui est envoyé chez les gens, je l'ai toujours. Alors que ça fait des années, qui est là. Mais j'ai rajouté, mais les formations, les premières que j'ai faites il y a des années également, elles sont toujours là. Les coachings, mastermind, fonds d'investissement, c'est rajouté au fur et à mesure. Mais je garde tout. Après, c'est de l'optimisation. Mais effectivement, la plupart des gens, ça teste, ça enlève, ça retire. C'est des choses qui ne marchent pas ou moyennement bien. Et sur le marché du make money, c'est rare d'avoir quelqu'un qui tienne la longueur, on va dire, sur une offre phare. Ça sera plutôt des petits lancements par-ci par-là où on teste ce qui marche, ce qui hype, ce qui va plaire au public au fur et à mesure. C'est très rare effectivement d'avoir un truc fort qui reste sur le temps. Effectivement, nous, on a remarqué, mais ça, c'est propre à toutes les industries quasiment, j'ai l'impression. C'est pas que dans nos milieux à nous. C'est que d'un côté, tu as ceux qui se concentrent sur vraiment les fondamentaux, sur développer des compétences et donc des offres liées à ces compétences qui sont evergreen, en fait, ceux qui seront toujours efficaces dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce qu'elles traitent vraiment de fondamentaux que tu peux améliorer. Et tu en as en fait qui visent le shiny object et la nouvelle tendance et la nouvelle façon de faire ci, la nouvelle façon de faire ça. J'ai pas de problème avec ça, puisqu'il y a une clientèle pour les deux et les deux peuvent apporter des résultats à ceux qui en ont besoin. Peut-être le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que pour un débutant ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, il va être beaucoup plus attiré, son cerveau reptilien va aller vers le truc qui marche, qui est à la mode ou qui est… Bon, ça, c'est même dans le marketing, il y en a beaucoup qui utilisent que ça.
c'est beaucoup moins sexy. C'est sûr qu'on va se dire, on va pas faire autant que le voisin. Par contre, dans 10 ans, ce sera toujours là. Alors, mais sur la longueur, on va faire plus que le voisin au final. C'est de la patience. C'est quelque chose que très peu de personnes font. C'est sûr que quand on accroche, que ce soit dans le marketing ou que ce soit dans l'investissement, hein, c'est gagner beaucoup plus d'argent que les autres en travaillant 10 ans, 5 heures par jour. Ça donne pas envie comme ça tout de suite. Hein. Même moi, je me dis, attends, l'autre, il me promet que je vais faire 300% en 24 heures. Et pourtant. C'est ça. Ouais, tu peux faire les deux, mais effectivement, c'est le tout de suite, c'est pas possible. Genre, le temps, l'énergie, l'argent, en très peu de temps, c'est quasiment impossible. Non, bien sûr, complètement. Alors, se concentrer sur une chose à la fois, la développer pour bien la comprendre, c'est exactement ce que tu as dit d'ailleurs tout à l'heure. Encore, même si tu peux faire un gros one-shot, tu as une énorme opportunité, un truc que tu maîtrises, tu peux le faire, mais même encore derrière, c'est-à-dire que l'argent que tu fais, c'est comme le gagnant du loto, tu ne vas pas le flamber, donc il faudra bien aussi que tu te le places ou que tu te formes sur autre chose ou que tu crées quelque chose d'autre. Donc, tous les cas, tu vas devoir faire quelque chose. Bien sûr. Quand j'avais gagné un peu d'argent avec le Bitcoin à l'époque, si tu veux, l'argent, tu le sors, tu le remets pas dans le Bitcoin, tu le sais. De toute façon, tu sais que concrètement, tu as fait un braquage de banque. Hein, c'est-à-dire que tu as eu un coup de chance. Moi, en l'occurrence, je suis pas très formé en plus au crypto. J'ai écouté des gens qui étaient formés et qui sont intelligents. Donc, si tu veux, je suis arrivé au bon moment, j'ai fait ma plus-value, je suis sorti au bon moment, je vais aller, salut les mecs. Hein. J'ai eu de la chance une fois, je vais pas faire n'importe quoi. Parce que j'avais pas de stratégie d'investissement sur la durée, des choses comme ça. Hein. C'est ça. Bon, après, il y en a qui n'ont pas de stratégie, même qui ont rien du tout en tant que vision. C'est-à-dire qu'ils ont eu le bulle et puis derrière, ils ont eu l'éclatement de la bulle. Donc, techniquement, ils n'ont même pas pu profiter alors qu'ils avaient une belle opportunité. Ceci dit, ça reste un bon timing maintenant pour profiter de 2020-2021. Je pense aussi. Donc c'est aussi, voilà, c'est une stratégie globale de diversification de qu'est-ce que tu fais. Il faut aussi, tu n'as peut-être pas envie que ça te prenne du temps, c'est plus sur du long terme. Mais bon, c'est une stratégie globale. On pourrait parler de ça pendant des heures. Complètement. J'ai une autre question. Effectivement, du coup, dans tes différents métiers, finalement, hein, la publicité est difficile à faire parce que justement, tu n'as pas le droit de faire de la publicité sur plein de sujets. Je pense que 80% de ton activité, tu n'as pas le droit de la promouvoir en pub, réellement. C'est ça. Ouais. Comment tu fais du coup pour te faire connaître, attirer de nouvelles personnes et te faire découvrir de plus en plus? Oui, le truc, c'est que malheureusement, c'est la forme aussi que tu mets. C'est sûr que si tu balances là, ça, comme à l'ancienne, où les entreprises old school, ça passera jamais, où il y aura quelqu'un qui va frapper à la porte, il va dire, techniquement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Après, voilà, il faut être malin. C'est-à-dire que techniquement, une loi, c'est fait pour jouer avec et que tout en étant clean et dans la légalité, tu cherches autre chose. C'est-à-dire qu'un business infoprenarial peut servir derrière pour créer une communauté, passer un message, créer du contenu et proposer en interne, en privé, quelque chose qui peut être là tout à fait normal pour la personne et pour le client et pour l'entrepreneur. Donc toi, tu as choisi comme approche, en gros, d'arriver avec du front-end, des choses qui sont 100% légales, 100% autorisées, de l'information où tu vends de l'info, et ça, c'est tout à fait autorisé en France ou même à l'étranger. Et donc, derrière, tu as une communauté, tu as une base mail, etc. Et là, tu peux leur pousser toutes tes offres sur lesquelles tu pourras faire de pub. C'est un système indirect. C'est-à-dire que techniquement, c'est sûr, je ne pourrais pas balancer le truc pleine pub ou même parler à quelqu'un directement. Bon, après, voilà, personne ne peut vérifier. Mais c'est de l'indirect. Et je pense, en fait, c'est tout simplement même moderniser cette activité en apportant la création de contenu, en apportant cette image avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. C'est sûr que les personnes qui ont 30 ans de plus que moi et qui sont dans les finances, dans l'économie, ça leur fait un peu bizarre. Ils ne comprennent pas le système ou ils ne comprennent pas comment il y a eu un scaling qui a été aussi rapide et ainsi de suite. Donc forcément, c'est modernisé, c'est pour les plus jeunes et il y a une vraie fracture, ça aussi je le vois par rapport à ça. Ouais. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un ami qui est responsable d'agence, gestion de patrimoine, investissement, oui. Vous connaissez toutes ces agences-là. Hein. Et je lui demandais, c'est quoi votre stratégie marketing, commerciale, etc. En gros, ils ont une agence qui paye très, 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 très cher pour récupérer de la data, pour leur fournir des leads qualifiés de gens qui n'ont pas envie d'être appelés, qui bien. À froid, pour essayer de les closer à froid au téléphone sur un rendez-vous, etc. Et ils payent le lead mais super cher en plus. Hein. C'est plusieurs centaines, voire milliers d'euros selon la qualité du lead. Et je lui demandais… Ça ne va pas être rentable cette affaire, mais… écoute, pourtant si. C'est étonnant, mais pourtant si. Parce que je connais les chiffres. Et je lui demandais, mais pourquoi vous n'avez pas une stratégie d'information du public
qui va vouloir se renseigner. Enfin, tu sais, en gros, je lui ai brossé un peu la stratégie d'infopreneur avec le tunnel, contenu, lead magnet, C'est un peu email. YouTube à la limite. Ouais, Ouais. c'est ça. Et il me disait, et là, vraiment, tu sens que la personne, elle n'a jamais fait ça de sa vie, elle comprend pas de quoi tu parles. Tu fais, ah oui, c'est pas bête. Comment ça, c'est pas bête? J'ai jamais pensé, effectivement. Bien vu. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, ouais, ok, il y a vraiment un gros, gros, gros gap. Et moi, je pense aujourd'hui, moi, c'est pas du tout mon métier, j'ai pas envie d'aller le faire, mais quelqu'un qui est capable soit d'aller vendre ça à ces industries-là, soit carrément d'être dans cette industrie-là, de la moderniser avec toutes les méthodes d'infoprenariat qu'on connaît. Je pense que là, il y a des trucs à faire, mais juste extraordinaire. Oui, oui, et puis enfin, même clairement, je le vois avec un peu de recul. C'est par exemple la dernière offre que j'ai proposée ou c'est de la gestion et un fonds. Si j'étais Ouais, parti de rien, brut de fonderie, ça aurait été compliqué pour trouver les premiers clients, pour même se créer l'autorité. Mais vu que j'avais créé une communauté pas énormissime, mais quand même qui est très sérieuse, très qualifiée, sur lequel ça fait des années qu'ils voient que c'est du sérieux, bah, en un mail, j'avais des centaines de personnes intéressées pour quelque chose qui est normalement qui va demander beaucoup de temps pour, voilà, comme tu le dis, peut-être aller acheter des leads très très chers ou aller s'entourer de personnes qui sont dans l'ancien paradigme. Donc effectivement, c'est un avantage et dans tous les cas, en plus, c'est la création de valeur est aussi à très très long terme. Parce que toi, tu gardes les contacts, ton contenu, il est toujours là, il est référencé. Donc, c'est que ouais, de la croissance à très, très long terme aussi. Et exactement. qu'importe ce que tu proposes derrière, ça sera intéressant, même si c'est un business model qui peut être un peu bizarre pour certains, ça c'est sûr. Mais même pour les. Enfin, moi, en l'occurrence, mon cabinet d'expertise comptable, parce que j'avais fait une nouvelle société, etc. Il fait, mais attendez, ça, c'est vos chiffres donc de la première année d'exercice. Mais vous comptez perdre combien? Mais comment ça perdre? Non, enfin, tu peux gagner beaucoup. C'est ça. Il me fait, mais la première année? J'ai eu la même. Oui, oui, complètement, monsieur. Et après, si Ça, le, tu. le banquier m'a fait la même. Et là, il a dit, mais les chiffres, là, c'est à l'année? Non, 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 c'est au mois. Ah, ok. T'attendais que je sois dans le cash flow négatif, toi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça rend que la première année, tu sois à perte. Parce que dans un business en dur, Ouais. si tu veux, vu que soit tu as fait un crédit, soit tu as de l'investissement, des prêts, des machins, de la trésor que tu as mis de ta poche, ta boîte, elle est en négatif la première année. Sauf que nous, dans nos Ouais. métiers, on n'a pas de frais. Mais effectivement, ou alors l'avantage, ou le seul avantage qui pourrait être intéressant, parce que là, ce serait plus dans le monde des startups, des entreprises, ce serait d'avoir un énorme financement très rapidement. Parce que c'est sûr que Ouais. si tu es en hyper-croissance et que tu n'es pas solo entrepreneur, tu peux aller chercher ces stratégies d'hyper-croissance un peu voilà, à Elon Musk. C'est-à-dire que forcément, tout Mmh. ce qu'il a créé, c'était parce qu'il s'est endetté à coups de millions de milliards et que derrière, il avait des milliers de personnes qui travaillaient pour lui. Donc forcément, dans cette stratégie, tu peux peut-être être perdant. Mais sinon, non, il faut aller chercher de suite de créer le cash flow, la vente ou de la rentabilité très rapidement. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Repassons un peu sur la partie investissement. J'en parlais avec Gwendoline, j'en ai parlé avec plusieurs entrepreneurs ces derniers temps, donc c'est pour ça que je suis très content d'en parler avec toi aussi. Et il y a une question qui revient très souvent, moi, dans les gens, aussi bien chez mes clients que les gens, c'est quand on Ouais. commence à gagner un peu d'argent, où est-ce qu'on commence à investir quand on a entre 1000 et 10 000? Est-ce que tu as deux, trois conseils que tu aimerais nous donner, que tu peux donner publiquement en dehors de tes offres? Et de toute Oui, façon, oui, si tu as d'ailleurs des formations bien aussi, tu sûr. peux aussi nous le dire parce que ça intéressera plein de gens. Ouais, bah, c'est une question ultra intéressante, mais également complexe, parce qu'en fait, ça va dépendre d'énormément de paramètres de Mmh. la personne, c'est-à-dire déjà de sa situation, de où elle en est, vers où elle veut aller, de ses attentes, de ses objectifs, de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut pas faire. Donc déjà, tous ces paramètres, il faut faire un petit bilan. Après, techniquement, entre 1000 et 10 000 euros, j'avais même fait une série de podcasts là-dessus, parce que c'est de la question que j'ai le plus. Qu'est-ce que je fais avec X euros, François? Alors, j'ai Ouais, 5000, j'ai 10 000. Le truc impossible à répondre en tant que tel brut de fonderie, tu vois. Mais une stratégie globalement, ce serait d'abord se diriger vers de l'immobilier pour lever des fonds. C'est-à-dire que tu as un capital, quel qu'il soit, que ce soit 5 000, 10 000, 50 000, tu vas le montrer à la banque, tu dis coucou, j'ai 10 000, mmh. prêtez-moi de l'argent. Mais dans l'idée de ne pas l'utiliser pour l'immobilier, pour Ouais, l'utiliser ailleurs. Donc déjà, il y a le double effet qui se coule de l'immobilier, c'est-à-dire que tu vas investir avec de l'argent qui n'est pas à toi, et en plus, tu avais du capital de base que tu ne vas pas investir pour l'immobilier. C'est-à-dire que forcément, mmh. quelqu'un qui n'a rien va à la banque, ça va être un peu compliqué. Alors que Ouais, là, on va montrer, c'est juste pour agiter ça sous le nez du banquier, il va nous prêter et on va investir ailleurs. Donc ça peut être soit dans les marchés financiers si on veut vraiment rester dans la sphère investissement, ou ça peut être même créer son business. C'est-à-dire que le meilleur investissement qui soit, je le dis souvent, ça reste dans son propre business. Ouais, je peux comprendre. je suis d'accord. Moi, je suis investisseur de base, mais c'est pour quelqu'un qui veut faire que de l'investissement, il n'a peut-être pas envie de créer un business. Mais ça va être, voilà, ça va être le lien business
bourse ou business, placement alternatif, crypto-monnaie, et que sais-je d'ailleurs, puisque je parle souvent de placements très alternatifs même, mais globalement, ça va être voilà, stratégie comme ça. Il y a un lien entre les trois. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai jamais voulu être niché sur une thématique particulière. Il y a un lien entre immobilier, marché financier et entreprise. Parce que même une fois qu'on a une entreprise, je parle surtout pour la France, pour l'expatriation, c'est un autre problème, mais tu peux optimiser aussi en interne. C'est-à-dire que tu peux optimiser, jouer ton immobilier avec l'entreprise, créer une holding, société civile, tu fais de l'investissement en interne, tu fais remonter les bénéfices. Donc, les trois sont liés pour moi. L'immobilier peut même être optimisé par l'entreprise et ainsi de suite. Enfin, c'est tout un système, mais globalement, voilà, quelqu'un qui a une certaine somme, ça peut être sans connaître son histoire ou ses objectifs, ça peut voilà, montrer lever des fonds, c'est le fameux effet de levier que Ouais. tout le monde connaît normalement si on a des moindres bases en investissement immobilier, c'est lever des fonds, investir sans sortir le moindre euro et le capital qu'on avait de base, bah, dès qu'on a signé, on va dire, ce bien immobilier, bah, on va le mettre ailleurs tout simplement. Ok, intéressant. Et effectivement, moi, des échos que j'ai eus, ça dépend aussi surtout de l'appétence au risque. Ça, c'est un truc qui revient quand même Bien sûr. souvent. C'est OK, C'est combien tu veux gagner, mais combien tu es prêt à perdre au cas où. Très conservateur à très risqué. Voilà, il y a une échelle, c'est une des questions que je pose quand quelqu'un vient me voir. Déjà, c'est tu veux combien et aussi en combien de temps? Parce que faire du 100% en 10 ans, c'est pas pareil que le faire en un an. C'est comme un business, faire 1 million en un an, c'est pas pareil que de le faire en 10 ans. Donc, ça va vraiment être le profil du risque et même, enfin, bon, il y a plein de questions que je vais poser à quelqu'un comme ça, mais même son âge. Alors, quelqu'un qui a 20 piges, il peut prendre beaucoup plus de risques que quelqu'un qui a 40 ans, qui a 3 enfants, qui a une situation normalement, alors pas malheureusement, mais qui a peut-être un travail alors qu'il a découvert tout ce qui était liberté financière dans le tas et qui ne peut pas se permettre parce qu'il a un crédit aussi pour la voiture, pour la maison. Donc, il y a plein de paramètres. Voilà, pour quelqu'un qui a la vingtaine, prenez des risques. Et puis même, à la limite, si c'est un gros capital, on va dire au-delà de 30, 40, 50, au-delà de ça, on va pas forcément jouer avec le feu. Mais en dessous, 10 000, 5 000, 10 000, c'est rien sur une échelle d'une vie. Mêlé sur un truc risqué, si tu fais x100, par contre, là, ça te change une vie. Tu mets 1000, tu fais x100, tu fais 100 000, là, ça peut très vite changer ta vie. Par contre, perdre 1000 euros, bon, on va éviter de les perdre. Mais même techniquement, si tu as 20, 22, 25, même 30, si tu les perds, c'est pas bien grave sur l'échelle d'une vie. Donc, tu peux prendre un peu de risque. Je comprends qu'il y en a qui ne veulent pas du tout en prendre, même par leur caractère, ils ont peur, ils ont besoin de tout maîtriser. Un profil très carré, pas forcément dans l'action. Mais dans ce cas, il faut se dire aussi que si on ne prend pas de risque, ça va être plus long. Ça, c'est mathématique. Donc, ça sera une diversification. Alors, déjà, globale, ce que j'appelle externe, c'est-à-dire faire de l'immobilier, faire des crypto-monnaies, faire autre chose. Et en interne, c'est-à-dire que par exemple, dans les crypto-monnaies, on va avoir un portefeuille aussi avec du risqué, du moins risqué et du pas du tout risqué. Et même aussi dans l'immobilier, c'est-à-dire que tu vas commencer à faire quelque chose qui va te faire beaucoup de renta et après, tu vas peut-être aller faire plus du patrimonial et ainsi de suite. Donc, externe et interne, c'est très important. Des très bons conseils qui rejoignent à 100% de ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. C'est Bon, intéressant. tout va bien. Ouais, non, c'est bon, t'inquiète pas. Mais tu vois, c'est intéressant si tu veux quand tu as quelqu'un de 28 ans qui te dit la même chose que des personnes de 60 ans t'ont déjà dit. C'est ça que je trouve très intéressant. Exactement. Oui. Bah, 60, l'avantage, c'est que soit ils se l'ont pris en pleine tronche, ils ont fait les erreurs, soit ils l'ont vu, ils peuvent en témoigner. Mais clairement, c'est sûr que j'essaye de parler aux plus jeunes aussi parce que j'adore ça. Vraiment, même avec un lycéen, je pourrais lui parler devant devant une classe, j'adore ça par exemple, parce qu'ils ne sont pas encore dedans, c'est-à-dire qu'ils ont tout devant eux, même leur activité professionnelle, mais globalement, il faut prendre des risques, les gars, c'est-à-dire que ça soit lancer un business ou investir. Vous le savez très bien, la retraite, c'est niette, les aides, c'est niette. Vous n'aurez rien du tout, en fait. Donc, oubliez carrément. Prenez des risques. Et même sans parler d'argent, c'est-à-dire que vous serez beaucoup plus content à la fin de votre vie d'avoir fait ça que de ne l'avoir pas fait. Bon, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, mais il n'y a pas que l'aspect financier. Complètement. J'ai encore une question pour toi, parce que celle-là, elle me chiffonne depuis un moment. En plus, si tu veux me avant de te voir, que je te la pose. Ah, vas-y, dis-moi tout. Tu es arrivé à un certain stade financièrement et tu es toujours en France. Oui. Je pense que tu es un des seuls. Oui. À ton niveau de patrimoine et de chiffre d'affaires de tes différentes entreprises, je pense qu'en France, vous devez encore, de nos métiers, j'entends, hein, vous devez être 3 à peu près. Tous les autres. Non, mais c'est vrai, mais je le dis en plus.
Je le répète assez souvent. J'ai fait une émission, j'ai fait plein de mails sur le sujet. Je crois, oui, peut-être le seul. Euh, alors déjà, il y a une première partie, c'est je ne me vois pas dire conseiller des gens sur investir en France, investir en immobilier dans telle région ou investir sur tel marché, telle entreprise en France, alors que moi, je suis sur l'autre bout de la planète. C'est-à-dire que tiens, je ne me vois pas faire ça. Bah, même si j'ai d'abord potentiellement utilisé l'effet de levier de la France, mais je ne me vois pas trop conseiller quelqu'un d'investir en France ou même d'entreprendre en France, de maîtriser la fiscalité française alors que moi, je serais à l'étranger. Ça, ce serait compliqué. Pas vis-à-vis de mes clients ou des personnes que j'accompagne. Et puis même globalement, et ça, je le dis très bien, j'ai encore fait plein de contenu là-dessus. Pour moi, la France, c'est un paradis fiscal. Il y a 474 niches fiscales en France, c'est le pays d'Europe, il y a le plus de niches fiscales. Et si tu as une optimisation et que si tu es malin, alors le problème, c'est que les gens en France n'aiment pas payer pour se faire conseiller et optimiser. C'est-à-dire, les Américains, ils n'ont aucun problème pour payer pour gagner plus. Mhm. Alors, on a un petit peu de mal à, par exemple, enfin, moi, j'ai un cabinet d'expertise qui m'a créé plusieurs montages, tout en évidemment en légalité, qui est déposé, qui est très carré et qui me permet de payer 2 fois moins d'impôts, de taxes que le français moyen qui connaît rien. Et au final, voire même que certains pays d'Europe qui seraient plus intéressants. Et puis voilà, moi j'ai fait mon patrimoine en France. C'est un très très beau pays. Comme je t'ai dit, j'ai vécu plusieurs années aux États-Unis. Le niveau de niveau de vie moyen de l'individu moyen est bien meilleur en France qu'aux États-Unis. Que C'est ce soit partout pour tout, hein, pratiquement. pour la santé. Bon, ça, normalement, les gens le savent, mais on n'est pas conscient qu'on est dedans. Et je préfère que voilà, mes enfants soient en France, que moi, je reste en France et que j'ai mon patrimoine en France. Bon, après, il faut savoir que déjà, si tu es résident fiscal, que tu passes plus de 6 mois de l'année en France et que tes clients sont en France, dans tous les cas, Ouais. tu dois être imposé en France. Donc, il y a Ouais, certains qui complètement. partent à l'étranger, c'est pas légal, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas la TVA, machin, alors qu'ils devraient parce que leurs clients sont français. Ça, c'est un Mhm. autre problème, ça les regarde. Mais c'est sûr que techniquement, il n'y en a pas beaucoup qui restent en France. Mais voilà, il faut faire les choses bien. Alors, c'est un choix de vie aussi. Ouais. Si tu es tout seul, que tu aimes énormément voyager et que tu es jeune, forcément, ça sera plus facile, encore une fois. Ouais. Alors que je ne le voulais pas forcément. Mais peut-être que voilà, dans 3 ans, je serai ailleurs, mais ça ne sera pas forcément pour des raisons fiscales, hein, au Mhm. contraire. Moi, de ma petite expérience, là actuellement, je voyage parce qu'effectivement, je suis seul et c'est confortable de le faire. Mais je suis parti en Géorgie à Tbilissi pour raison fiscale, entre autres. Hein, c'était pas la seule, mais c'en était une. Hein, je le cache pas du tout. Je suis reparti avant d'avoir profité de la fiscalité. Hein. C'est-à-dire que c'est un très beau pays, les gens ils sont très gentils, les paysages sont extraordinaires, tu manges bien, il y a plein de qualités à Ouais, cet endroit. Hein. ouais. Si tu payes 0% d'impôt, ou je crois que les locaux payent 20%, sachant que de toute façon ils collectent pas l'impôt correctement, donc de toute façon personne ne paye rien, ça se ressent sur le pays et ça on le dit pas assez. Un Oui, oui, pays qui oui. ne paye pas d'impôt, c'est un pays qui ne fonctionne pas. Bah, oui, Alors après, tu n'es il pas faut être obligé de payer intelligent. 75%, mais entre les deux, il y a beaucoup de choses. Hein. Bah, bien sûr, mais tu le vois, les infrastructures, tous les services, tu le vois. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que le jour où tu as un problème, et je sais pas, tu dois aller aux urgences, et que tu as les routes qui sont complètement défoncées, que tu arrives, les urgences, c'est n'importe quoi, ils n'ont pas assez de lingettes pour toi, ils n'ont pas assez de médecins pour toi, ça va être problématique. Et donc, déjà, il y a le pays, c'est ce que tu viens de dire, mais même, bon, alors, par exemple, il y a l'Estonie. J'ai pas envie d'aller en Estonie. Alors, je suis allé à Montpellier pour le soleil, je veux pas aller en Estonie. À Malte, c'est le truc, c'est un caillou. Il y a rien à faire. Au bout d'un an, tu as fait le tour. C'est-à-dire, J'en globalement, parlais à tu as aussi. midi. Ouais, J'en il y a parlais ce à que midi tu avec des veux faire. entrepreneurs, mais des internationaux. Hein. Ils m'ont dit Ouais, ouais, Malte, j'ai réfléchi, qu'est-ce que tu en penses? Je fais écoute, moi je suis allé 3 fois une semaine, c'était bien pour les vacances, la mer elle est belle, c'est joli. Je fais cool. exactement. Mais ouais, je leur ai dit, mot pour mot, c'est ce que je leur ai dit. Je fais ouais, c'est un caillou. Donc voilà, J'en connais qui c'est ça va, exactement ça. mais moi non. Hein. Bon, on est d'accord. Mais il y a ces deux paramètres. Ce que tu dis, donc le pays en tant que tel, s'il n'y a pas d'infrastructure, et toi, ce que tu veux aussi. Hein, donc, c'est Quelle vie très tu bien veux, comme ouais. ça. Et après, voilà, il faut optimiser, ça c'est sûr, au bout d'un moment. Bien sûr. Mais ça sert aussi à ça l'argent. Mais ouais, bien sûr. Mais ouais, ouais, complètement, je suis parti pour plein de raisons. Et je suis aussi revenu très très vite hein, en disant, je n'ai pas encore acté à 100% que je passerai ma vie en France, tu vois, mais je vais revenir en Europe, on est bien quand même en fait. Ouais, ouais. À la rigueur, il y a le Portugal. Parce que Ouais. ça reste très, très chaud, très belle culture, ça reste sur le continent, il y a plein de choses à faire et il y a des belles opportunités. À la rigueur. Voilà. Il y en a qui vont à Londres aussi, on voit de plus en plus. Je connais Ouais, pas les bah, par montages contre, avec là Londres, mais aussi, autre paramètre, la City, c'est hors de prix, mais pour tout. Hein.
C'est l'une des villes les plus chères Les du monde. colocations là-bas, c'est 4 chiffres. Hein. C'est 1200 euros par mois, tu es en colocation. Hein. C'est terrible. C'est à peu près ça. Et voilà. Mais il y a un autre Parisien problème. quand Alors, il paye cher, mais ouais, c'est ça, il n'y a pas de limite. Mais petite dernière parenthèse, ouais. c'est un petit truc que j'ai remarqué aussi, c'est que à la limite, quelqu'un qui a fait déjà beaucoup d'argent, il peut se poser la question, mais j'en vois plein, genre, les jeunes, ils n'ont pas fait 1 euro, ils n'ont pas une seule expérience entrepreneuriale. Ils me demandent dans quel pays je peux installer mon entreprise ou où je peux aller pour ma fiscalité. Tu n'as pas fait 1 euro, garçon. Alors, fais 1 euro, vois si ça marche. Et parce que là, tu es en train de perdre du temps, de l'énergie et même potentiellement un petit peu d'argent pour faire un truc que tu ne sais pas si ça va marcher et si ça ne marche pas même pour ton business model. Donc là, on fait d'abord de l'argent, fais-le en France. En plus, tu as plein d'aides pour ce qui n'est pas à l'étranger. C'est-à-dire que le pôle emploi aux États-Unis, même, tu peux te le mettre où je pense. Donc, tu n'as pas de sorte d'incubateur de pôle emploi aussi. Donc, fais les choses bien et ne te pose pas les questions dans le mauvais ordre, tout simplement. Ouais, nous, on a été amené à conseiller de temps en temps, ça dépend des situations, c'est éventuellement, si tu veux, garde tout en France, ta fiscalité, enfin, tous tes trucs, etc. Fais une auto-entreprise, même à la rigueur. Par contre, pourquoi pas, va vivre quelques mois dans un pays à bas coût. Ouais. Tu auras moins de pression financière et tu seras plus zen pour développer ton entreprise. Mais ça ne veut pas dire expatriation. Ça veut dire va te poser en Asie ou dans un autre endroit où c'est pas trop cher pendant 6 mois et fais ta vie et développe ta boîte et reviens quand tu es un peu serein financièrement, quoi, par exemple. Oui, puis, enfin, même si tu commences par un micro-entreprise, ça va au niveau de la démarche et au niveau de l'imposition. C'est-à-dire que déjà, tu peux tester un truc, voir si tu fais de l'argent, tu peux même en techniquement. Donc, c'est ce qui est déjà pas mal. Sachant, il y a tout ce qu'on a dit aussi après les aides, il y en a plein qui, voilà, pendant 2 ans, ils ont Pôle emploi et ça permet de le développer, ce qui est très serein. Ouais. Pas forcément il y en a qui se reposent sur leur laurier, sachant qu'ils ont à la fin quelque chose. Donc, ça peut être aussi un problème pour ça. Mais faites les choses bien, faites-le dans l'ordre et faites-le pour les bonnes raisons aussi. Ouais. Très important. On va passer aux petites questions fin, aux petites questions d'usage. Si tu devais garder un seul livre avec toi, ce serait lequel? Un seul livre? Ouais. Alors c'est là que je montre le mien. Tu peux, t'as le droit. Non, ça, on va pas rentrer là-dedans. Un seul livre. Alors, on va essayer d'être un petit peu original. Alors, il y a mon livre de développement personnel favori de ces 10 dernières années, qui est pas trop connu, que je conseille très très souvent, qui s'appelle Clarity. Il n'est pas connu en France, enfin en Europe, il est un peu connu aux États-Unis, mais je pense que c'est peut-être le livre de dev perso qui m'a le plus impacté. Non pas qu'il y en ait, on va dire, les grands classiques, forcément, c'est intéressant, mais c'est revu et revu et c'est pas forcément en profondeur où ça te touche pas particulièrement. Clarity, donc c'est de Jamie Smart. C'est peut-être le chose qui a le plus changé chez moi. Alors c'est du pur développement personnel. C'est l'importance de la clarté, à la fois de la connaissance de soi et d'avoir une vision qu'il appelle inside out. C'est-à-dire que la plupart des gens ont une vision outside in, c'est-à-dire qu'il y a le monde, il y a les trucs qui se passent et toi, en fonction, tu réagis. C'est-à-dire que c'est le monde en fait qui va décider tout ce qui est de tes émotions et ainsi de suite. Alors que d'inside out, c'est-à-dire que c'est toi en fait qui décides. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est toi qui décides de ta réaction et de comment tu vas réagir et de comment tu vas te comporter. Ça peut impacter quelqu'un négativement, bah toi non. Ça peut être positif, tu peux apprendre quelque chose. Donc, si tu vois le monde d'une façon inside out, eh ben forcément, déjà, ça va changer ta vie. Bon, il y a d'autres notions qui sont abordées dedans, mais celui-là, effectivement, pour être un petit peu original, ce serait celui que je garderais. D'accord, hyper intéressant parce qu'effectivement, celui-là, on ne l'avait encore jamais cité. Si tu recommençais aujourd'hui à zéro, mais tu gardes tes connaissances, tu commences par quoi? Alors ça dépend si tu as du capital ou pas. Si j'ai un petit peu de capital, pour qu'on soit clair, j'ai vraiment commencé de rien du tout. Hein. C'est-à-dire que je viens d'une famille modeste, ma maman ne travaillait pas et j'avais quasiment que dalle. Donc si j'ai du capital, je commence par faire de l'immobilier, je dirais. Ouais. Vraiment, je scale très très vite. Je crée un parc immobilier très rapidement avec tous les leviers que je connais actuellement. Si j'ai vraiment rien du tout, si j'ai Walou, ce qui est un peu compliqué pour faire de l'immobilier au début, alors c'est possible, mais tu vas être un peu bloqué. Je crée mon entreprise rapidement, mais
avec tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, la vente de connaissances avec derrière vraiment des offres très, très fortes qui peuvent se vendre cher. Et là-dessus, voilà, c'est-à-dire que tu peux aller très rapidement. C'est une vraie exponentielle. Si tu as l'entreprise qui tourne et derrière, tu peux réinjecter dans de l'immobilier ou dans des marchés financiers. Alors, globalement, c'est quelque chose que je dis très, très souvent, c'est la stratégie du front-loading. C'est un terme qui est un peu connu aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est la stratégie de la charge en amont. C'est un petit peu moins sexy en français. C'est-à-dire qu'au lieu de classiquement, c'est-à-dire consommer modérément, avoir un salaire moyen, d'épargner moyennement, ben, en fait, tu travailles beaucoup. Tu vis très, très peu. Tu te sacrifies un peu en quelque sorte. Limite, tu te prends pas un appartement. Tu fais tout pour épargner le maximum, consommer le moins possible, investir le maximum et avoir cette vision. C'est-à-dire qu'en 3, 4, 5 ans, grand maximum, bah, tu es libre financièrement. J'avais même vu des ingénieurs de chez Google qui vivaient dans leur van devant chez Google pour dépenser le moins possible. Et les mecs, en 3 ans, ils avaient fait 200, 300 000 $. Ils investissaient à côté et à 30 piges, ils étaient à la retraite en fait. Donc, c'est un peu ce que je ferais, soit investir si j'ai un peu de capital, parce que qu'on soit clair, investir, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est on a de l'argent et on va l'investir, on va le placer. Ça, c'est une grosse erreur que font les débutants, c'est je veux investir, mais j'ai pas d'argent. Il y a un problème. C'est embêtant. Il n'y a que l'immobilier à la limite parce que tu vas lever les fonds, mais sinon, tu peux pas faire. Donc, un immobilier ou alors, effectivement, je créerais de l'entreprise avec des offres avec beaucoup de marge, chères, mais avec une énorme valeur derrière. Ok, hyper intéressant. Merci. Et enfin, si tu avais un conseil sur ce que tu veux à donner aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Un conseil, alors ça va peut-être rejoindre un peu plusieurs notions qu'on a abordées aujourd'hui, c'est de vraiment avoir une extrême clarté de ce que vous voulez et de pourquoi vous le voulez, tout simplement. Alors, quel que soit le domaine de ce que vous voulez faire, hein, peu importe. Mais ce que je dis très souvent à mes clients, parce que la plupart, ils viennent pour de la technique. Surtout, moi, mon profil ingénieur qui carré, il te fait des plans d'action. Ils viennent pour la technique. Ils sont un peu chamboulés au début parce qu'il n'y a pas que de la technique. Il y a beaucoup, au final, d'aspects de développement personnel de ce qui se passe dans la tête. Parce que je pourrais très bien donner à un client de la technique, lui faire gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Il va revenir 1 an, 2 ans, 3 ans après, il va me dire François, c'est pas ce que je voulais. Ou alors, je me suis enfermé dans quelque chose, ça me bloque complètement. Pour moi, j'aurais pas réussi ma mission, même si je lui avais fait gagner beaucoup d'argent. Donc, ça, je travaille ça avec les gens. C'est-à-dire, pourquoi tu veux investir en IMO, pourquoi tu veux faire de la crypto, enfin, c'est en profondeur, mais la clarté, la connaissance de soi, vers où vous voulez aller, pourquoi vous voulez le faire, vers quoi vous voulez tendre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous visualisez à court, moyen, long terme, et à ce moment-là, on peut créer quelque chose. C'est un peu utilisé même pour les gestionnaires de patrimoine. Il ne va pas vous dire investissez là-dessus parce que voilà, c'est moi qui décide. Mais globalement, c'est ultra important parce que c'est comme une voiture dans du brouillard. Si tu as vraiment un brouillard qui est dense, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rouler à 2 à l'heure, voire même tu vas te mettre sur le côté pour attendre que le brouillard passe, clairement. C'est pareil dans ta vie. C'est-à-dire que si tu sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais ou si juste pour gagner de l'argent, tu auras déjà un taux d'échec qui sera énorme. Et même globalement, même si tu réussis, ce ne sera peut-être pas ce que tu veux. Alors que si tu auras bien défini des exercices particuliers, alors il y a des exercices que j'ai inventés et que je le fais faire à mes clients, et il y a d'autres que j'ai repris chez les meilleurs coachs de la planète. Après, ça va venir naturellement. Tu vas kiffer le chemin et tu seras complètement épanoui. Parce que comme dirait Tony Robbins, le succès sans épanouissement est un échec. Voilà, ça pourrait être ça en fait. Je suis très d'accord avec ça. Et j'ai vu au cours de ces dernières années, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui gagnaient beaucoup d'argent et qui n'étaient pas heureux du tout, qui se faisaient chier et qui ne savaient pas pourquoi ils le faisaient. Et tu sais, qui continuaient parce qu'entre guillemets, c'était facile pour eux, ils y arrivaient, mais ils prenaient ni dans le chemin ni dans le résultat. Forcément, tu as créé un truc, en plus c'est à la fois ton bébé et puis bon, c'est un peu la zone de confort. Tu sais faire des trucs qui génèrent de l'argent, donc tu y restes. Mais à long terme, ça peut être très triste. Mais effectivement, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut vraiment y contribuer. Il y a des riches qui sont malheureux, il y a des pauvres qui sont très heureux. Mais c'est sûr que l'argent, ça y fait pour quelque chose, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Même globalement, ouais. Mais il y a une question que je peux poser, c'est une fois que, ok, je t'aide, tu fais beaucoup d'argent, tu es multimillionnaire, qu'est-ce que tu fais après? Clairement, un multimillionnaire, tu le mets sur une île déserte, au bout de 2 semaines, il pète un câble, il revient, il refait quelque chose d'autre. C'est vrai, c'est-à-dire que quelles sont tes valeurs, pourquoi tu veux faire quelque chose, parce que tu n'as plus besoin d'argent, qu'on soit clair.
Là, techniquement, je n'aurais même pas besoin de faire ce que je fais. Ça irait très, très bien. Non, mais Mais t'aimes ça. quelles sont voilà, peut-être les Tu choses qui te t'amuses. touchent, les choses sur Terre qui te révoltent et tu as envie de changer les choses. Alors, en plus, moi, clairement, je ne suis pas du tout dans la consommation. Alors, on m'a dit aujourd'hui que c'était les soldes. Je dis, je n'achète jamais de vêtements. Je suis Même pas. végétarien et je marche tout le temps à pied. Je n'ai pas de voiture. Donc, je consomme très peu, tu vois. Je Tu roules consomme pas en très peu. Tesla. Ce qui est marrant, alors voilà, effectivement, je vais aller voir Tesla à Aix-en-Provence pour voir ce que ça donne. Mais là, en fait, j'ai pas de voiture depuis des années. Et donc, on va dire que mon empreinte carbone est très limitée. Mais en plus, je m'achète rien, je suis minimaliste. Donc, l'argent, je n'en ai pas besoin. Mais et pourquoi tu fais ce que tu fais, du coup? Clairement, pourquoi tu fais ce que tu fais? Ce serait mon conseil, je pense, de vraiment se définir sa clarté. Et après, normalement, en plus, ce sera plus facile pour faire. Le comment sera naturellement, viendra naturellement. Pour les personnes qui ont aimé ce que tu as raconté pendant cette interview et qui ont envie d'en savoir plus, où est-ce qu'elles te retrouvent? Alors, un peu partout. Normalement, je suis un peu sur tous les réseaux. Je communique pas mal sur Instagram, c'est vrai, sur Ouais. Facebook, sur LinkedIn un petit peu, j'essaye de m'y mettre. Sur mon site, donc c'est richard30ans.com. J'ai une newsletter quotidienne pour certains qui veulent suivre où je donne pas mal de conseils d'investissement, des choses un petit peu originales, un peu mon lifestyle également. On organise de plus en plus d'événements aussi. Donc, on a notre gros séminaire annuel. Déjà, ça c'est à Ouais. Montpellier, c'est au mois de mai. On a bloqué les dates, c'est le 16 et le 17 mai pour ceux qui veulent venir. Donc, on parle de un peu tout, immobilier, marché financier, business, développement personnel. Je veux Et venir, je dans tous pense que je les suis cas, curieux. ouais, avec grand plaisir. Là, en plus, même moi, je me suis étonné sur les speakers que j'ai réussi à avoir. Et on a réservé une salle de cinéma. Là, j'ai voulu mettre les moyens. Donc, on va avoir écran géant. On a réservé le cinéma pour nous. C'est le plus grand IMAX de France. Ça va envoyer du lourd. Ah, putain, cool. Donc, J'ai bien choisi mon année, ouais, moi. ouais. Ouais, non, mais même pour les speakers, il y en a certains, j'ai déjà envie de les rencontrer. Ça va être énorme. Tu m'étonnes. Et dernier lieu où vous pouvez me retrouver, si je puis dire, c'est en librairie, du coup, parce que j'ai sorti mon premier livre il y a quelques mois. Donc voilà, pour faire ma promo. Donc c'est Amazon et à la Fnac et dans toutes les bonnes librairies, si vous le demandez, ils l'ont normalement. Donc c'est Immo Bitcoin. Et Ça, on mettra tous ces liens en description de cette interview pour que les gens puissent en trouver facilement et qu'ils n'aient pas à fouiller parce qu'on sait qu'ils n'aiment pas fouiller de toute façon. bah, normalement, si vous tapez nom, prénom ou riche à 30 ans, quelque part, vous allez y retrouver. Si mon Ouais, équipe fait on mettra le tous les liens en travail, description de toute façon. c'est bien référencé, normalement, ça va bien. Donc, ouais, n'hésitez pas vraiment à me contacter. Comme je le dis souvent, je réponds absolument à tout le monde, que ce soit par mail ou par message. Si je ne réponds pas, c'est que je l'ai zappé ou que c'est tombé dans les spams. Très bien. Bah, écoute, François, merci pour ton temps. Merci pour. Merci à toi, j'adore toujours partager tout ça. C'était hyper intéressant. Merci pour tout ce que tu as partagé avec moi, parce que même moi, j'ai appris des choses aussi. Et comme la plupart du temps d'interview, Top. c'est ça que j'adore en faire. Ouais. J'apprends des trucs en les partageant à d'autres gens qui vont en apprendre aussi. Donc, j'ai passé un très bon Ouais. moment. Merci pour ton temps. Et puis, on se retrouve très vite. Et puis, au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, qui sont allés jusqu'au bout de la dernière seconde de l'interview. Je sais qu'il y en a toujours qui restent jusqu'à la dernière seconde en se disant on ne sait jamais. Merci Merci à à toi, le ceux-là. dernier auditeur qui reste toujours jusqu'à la dernière seconde. Exactement. Allez, à bientôt tout le monde.